Alors, du coup, c'est lancé l'enregistrement. Participants, j'ai 3 participants. Les gens. Ouais. Ok. Donc ça marche. Il faut me rejoindre. Hein. Et puis comme ça, on va pouvoir refaire ensemble. Donc je vais sur Yahoo Finance. Accepter tout, on s'en fout. Ça, c'est pas bien. Mais... Ensuite, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Je suis sur Yahoo, qu'est-ce que je fais? Comment il s'appelle? FI. On vérifie bien qu'il est coté à Paris, index Paris. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Non, j'ai pas demandé 5 années. Historic data. Historical data. Et j'ai demandé quoi? 4 ans. 4 ans. 2019. Alors 4 ans, du coup, ça fait 2019. C'est ça. Donc on va sur l'année, là, calendrier, et puis on prend 2019. C'est un peu casse-pied, c'est fait exprès. Dawn. Là, j'ai fait Dawn, fait, donc on voit bien, 9 octobre 2019, 9 octobre 2023. Apply. Après, download, comme d'hab. On charge. Vous m'expliquez ce qu'on fait? Donc là, les données, elles sont mal structurées. On va commencer par enregistrer tout de suite sous XLSX. Et puis on va lui donner un nom un peu moins bizarre. Datafine. Et puis on fait bien attention d'enregistrer sous le dossier perso. Et puis groupe C. Là, on est sur le TD5 déjà. Nouveau dossier, TD5. Enregistré. Donc là, c'est enregistré, c'est bien. Il n'y a plus de jaune, ça déjà bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Comment je fais? Sélectionne la colonne A. Ok. Ensuite. Données. Données. Ensuite. Convertir. Ouais. Ensuite, suivant. Virgule, on enlève la table. Suivant. Avancer. Prends. Ok, au moins ça c'est acquis. Ensuite, ce qui m'intéresse, ce n'est que les dates et adjust clause. Donc je mets CAC à la place d'adjust clause et je supprime le reste. Ensuite, je vais chercher des composantes du CAC. Monsieur? Oui. On fait des placements ou pas? Attends, j'ai encore, j'en suis pas là moi. Oui. Si on a pris 5 ans, c'est pas grave. Hein. Bah, c'est pas ce qui est demandé, donc ça ne sera pas noté correctement. Puisqu'il y a une difficulté à passer à 4 ans. C'est plus compliqué de passer à 4 ans. L'objectif, c'est que vous soyez de plus en plus autonome en allant chercher de la data. Donc, je tourne sur composantes et puis je vous remontre comment on fait. Je vais faire quoi? Allez, Veolia. Veolia. Je vais regarder Max. Max, ça va, il y a de la durée, il n'y a pas de problème sur Veolia. Ensuite, historical data. Et moi, je veux 4 ans. Le problème, c'est que quand je cherche, là, il y a 5 ans, 3 mois, 6 mois, 1 an. Il n'y a pas 4 ans. Je fais comment? On va sur le calendrier de start date. On va sur octobre 2022 et nous, on veut octobre 2019. OK. Done. Et ensuite, time period 2019-2023. Apply. C'est normalement download. T'as noté? Ensuite, on charge. Alors là, on va plus vite. On va plus vite parce que on n'a même pas besoin d'enregistrer là. Données, convertir, suivant, données, terminé. Ensuite, ce que nous on veut, ça c'est Veolia, ça s'appelle V. On prend que la colonne F, copier, et on la colle dans la
data fine. On vérifie qu'elles ont toutes les mêmes longueurs. C'est bon. C'est que c'est OK. Ensuite, on peut supprimer ce dossier qui ne sert plus à rien. Celui-ci ne nous sert à rien. Hop. On a la Vivendi, Veolia, pardon. Ensuite, on va chercher un autre. Ensuite, on va chercher quoi? Je sais pas, moi, Air Liquide. Air Liquide. Historical Data. Ensuite, Time Period. On va sur le calendrier. Octobre 2023, octobre 2019. Dawn. Apply. Download. On récupère. Ensuite, je convertis. J'enregistre pas parce que je ne vais pas garder. Suivant. Avancer. Et puis ça, c'était Air Liquide. Je vais appeler ça Air. Je ne comprends pas. Non, c'est pas un rapport. C'est pas par rapport à moi? Bah ça me dérange alors. C'est par rapport à comme. Ah, d'accord. Et je peux pas t'aider. En fait, on peut copier-coller la colonne. Et ben, je sais pas pourquoi, j'ai des valeurs en plus. T'as des valeurs en plus? C'est sur quel titre? Sur Yahoo. Sur quel titre? Ah, pardon, sur le CAC 40 et Airbus. Et quoi d'autre? Airbus. T'as bien vérifié qu'Airbus était un composant du CAC 40 qui était coté à Paris? Ah. En fait, il faut taper dans les composants du CAC 40. Parce que Airbus peut être coté à New York et dans d'autres pays, et il n'y aura pas la même donnée. Il n'y aura pas le même calendrier. C'est pour ça qu'il faut taper dans les composants du CAC 40, c'est plus simple. Ensuite, Air Liquide. Sodexo. Moi, je suis en orange là. Historical Data. Toujours 4 ans, histoire de se casser la tête. Ah, c'est pas bien méchant. Hein. En fait, je vais Dawn, Apply, Download. Alors, j'en ai combien, moi? Ensuite, convertir vite fait. Avancer, on n'oublie pas de changer les décimales, mais si on oublie, c'est pas grave, on peut le faire après. Alors, c'était quoi, ça? Je sais même plus ce que c'est. Sodexo. Sod. Alors moi j'en ai 3 plus mon CAC, je suis content, je nettoie un peu le cirque, là j'en ai pas besoin de garder ça. Data fine, j'enregistre bien, la bête de perdre. Data fine, ok, tout est bon. Ensuite, il faut que j'aille chercher dans mes petites archives pour mes petites macros qui vont bien. Là où est-ce que j'ai mis ça, moi? 3.10, correction VBA, nettoyage. Alors, là, on a des macros qui permettent de faire le boulot à notre place. Donc, je vais vous rappeler comment on fait pour des macros. Alors du coup, comme on est sous Teams, l'avantage c'est que par rapport aux autres... Ah non, je vais vous laisser galérer un peu, je vous donnerai la correction après. Non, c'est bien de le copier une fois dans sa vie, quoi. Alors, donc ici, moi j'ai une macro copier qui sert à enlever les nuls. Si j'avais la même pour les étudiants, ça serait bien. Mais... Affichage. Qu'est-ce que je fais pour ouvrir le macro? Alors, je vois, il n'y a pas tout là. Tout n'est pas ouvert. Je vais rouvrir le truc pour les macros avancés, options.
Complément, c'est pas complément. Barre des tâches, personnaliser le ruban. Oui. Développeur n'est pas ouvert. Personnaliser le ruban et cliquer sur développeur. On n'avait pas fait ça. Si, on l'a vu. D'accord. Ensuite, quand on est sur développeur, eh ben, on peut aller directement dans Visual Basic, quoi. Et puis, je sais pas. On va pouvoir repartir de l'autre côté. Affichage, enregistrer une macro, arrêter l'enregistrement, afficher les macros, modifier. On a une macro qui sert à rien. Hop, on copie la macro. Donc vous la copiez à la main. Comment vous avez pu faire copier-coller? Donc je vais vous commenter quand même. Ça, donc la sub nettoyage. Donc la macro, on déclare une variable i as integer. Donc ça veut dire que la variable i, elle va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Attends, j'explique un truc à tout le monde, après j'explique la macro, je traduis la macro en français. For, next, ça c'est la structure de la boucle. For, if, next, c'est ce qui permet de faire la boucle. Donc pour i est égal à quoi? On va chercher dans range la plage qui va de sénile. Quand on va tout en bas en sénile et qu'ensuite on remonte et on va chercher combien il y a de cellules non vides, on se met dans la plage sénile. Ensuite, and XL up. C'est comme si on faisait contrôle match flèche vers le haut. Vous vous souvenez, le contrôle match flèche vers le haut, c'est le 1 XL up. Donc, on demande à Excel, tu te mets en sénile et tu vas remonter, et puis tu vas trouver combien il y a de cellules non vides. Et puis, autant il y aura de cellules non vides, autant tu vas faire de boucles. Alors, il faudra quand même se dire que, comme c'est. Je ne sais plus pourquoi on perd un point. Non, je crois qu'on perd pas un point. Non, c'est pas ça. C'est que, combien de fois on fait la boucle? On va faire la boucle autant de fois qu'il y a de cellules non vides. Et puis le pas, le step, et ben en fait, on va trouver par exemple qu'il y a 700 cellules non vides. Donc on aura I égale à 700. Et puis ensuite, le prochain, ben, ça sera 690, 698. Et puis ça, on va s'arrêter à 2. Donc on va regarder dans la cellule la plus basse, la sénile, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Si oui, ok. Ensuite, on va regarder. Donc ça, c'est combien de fois on reproduit la boucle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher si dans la plage, CI, evaluate, is error, search, nul, CNI, si jamais on trouve que dans la plage CI, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui a un nul, alors on supprime la cellule. Donc ça, c'est une boucle pour nettoyer, enlever tous les nuls. Donc vous la copiez, et puis vous essayez de voir si ça marche. Ouais. Alors ensuite, moi, si je fais, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais regarder si j'ai des nuls. CTRL F, nul. Recherche tout, j'en ai quelques-uns. Ensuite, la macro, nettoyage, exécuter. Rechercher. Comment ça se fait que j'en ai encore autant? Ah, c'est parce que, rechercher tout, c'est, je sais pas. Afficher les macros, modifier,
Alors, j'ai fait quoi? En C1000. Ça, c'était un exemple de l'année dernière, donc il faut vérifier si ça marche bien pour tout. Donc, de toute façon, on ne commence pas en C, mais on commence en B. En B. Du coup, il faudra qu'on regarde en B. Ensuite, je fais tourner, nettoyage, recherche. Normalement, je ne devrais plus avoir de nul en B. Que se passe-t-il là? Alors, en B, pourquoi j'arrive pas à le supprimer, dis donc? Ensuite, c'est B1000 ou B100? Alors, en fait, on regarde le nombre de lignes qu'on a. Ah, c'est parce que je vais plus loin que 1000. Du coup, ça bloque. Je vais pas assez bas dans mon truc, dans ma truc de référence. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Parce que sinon, bah, ça marche pas. Donc, on va mettre 1200. 1200. Je fais tourner, exécuter, rechercher. Il n'y en a plus. J'ai supprimé les nuls. CTRL F, rechercher. Alors j'ai supprimé les nuls dans B. Maintenant, il faudrait que je supprime les nuls dans C, D, E. Alors c'est pas très compliqué, hein. Il faut répliquer la... Donc ça marche, mais ça c'est quand on enlève uniquement dans la colonne B. Donc ça fonctionne. Ensuite, il faut la répliquer pour les autres. On n'a pas le droit d'écrire une macro avec le même mot à chaque fois. Donc là, c'était B. Ensuite, on va faire C. Ensuite, on va faire nettoyage 2. Et puis, on va faire CD. Ce que je vous montre, ce n'est pas la bonne façon de faire, hein. Si on réplique comme ça bêtement, c'est parce que je veux que vous le compreniez, quoi. Sinon, il faudrait faire autre chose. Donc là, normalement, j'ai fait mes 4 macros. Ça doit nettoyer toutes les colonnes. Maintenant, je regarde, rechercher. Et là, j'ai vraiment plus rien. Ensuite, je vous ai demandé de refaire à la main la base 100. Donc, si le nettoyage est bon, on peut commencer à faire les calculs. Alors ensuite, on met un peu de couleur, ça ne coûte pas plus cher. Dis-moi, Roland. Quand le nettoyage s'est exécuté, il n'y a rien qui nous montre que c'est bon. Que c'est quoi? Bah, la seule chose, c'est que tu vérifies, tu fais un check. Est-ce qu'il reste des nuls? Mais tu poses une bonne question parce que... Mais bon, il est en train de faire autre chose. Alors, Je mets des couleurs avec égal catch and ça c'est nouveau. Ça. Regardez, pour aller plus vite, à la place de copier CAC100, VI100, AR100, SOD100, je les forme une fois. Regardez ce que je viens de faire. Je veux écrire base 100 du CAC. Le CAC 100, le CAC il est en B1. J'écris end. Ensuite, entre guillemets, je mets ce que je veux mettre partout. Je ferme les guillemets. Je tire. Et donc du coup, il va mettre C1, end-100, D1, end-100, et puis E1-100. Oui. Vous avez dit que c'était un cours de magie. Ah non, vous n'avez pas dit ça? Non. Non. Ensuite, comment on fait de la magie pour pouvoir faire la base 100 rapidement?
Ouais, mais laquelle? Quoi, dis-moi? B1 sur B1. B2 sur B2. Ouais. On fixe. On fixe comment? F4, F4, fois 100. Ensuite, on tire la formule, petite croix à droite. Ensuite, on double-clique. Et c'est terminé. C'est pour T1, ça. Ça, c'est pour la base 100. Ça, c'est pas le rendement, c'est la base 100. La base 100 est finie. Ensuite, pour aller vite, je fais insérer et puis je vais coller les dates une deuxième fois pour faire un graphe. Ensuite, je prends tout, insertion. Alors là, il ne comprend pas tout. Je sais ce qui se passe, c'est qu'il ne comprend pas les dates. Je supprime les dates. Ensuite, il va falloir réintégrer les dates, sélectionner les données, l'axe des abscisses, les dates sont là. Ok. J'ai pris date, c'est pas besoin. Hop, j'ai un beau petit graphe. Et donc du coup, à partir du graphique, vous me dites quel titre il aurait fallu prendre. Si on avait pu investir pendant 4 ans. Air Liquide. Comment ça se fait que Air Liquide s'en sort bien? Air Liquide, c'est quoi comme boîte? Non, Airbus, c'est Airbus. Air liquide, c'est les gaz. Air Liquide, c'est l'oxygène, les gaz en bouteille, etc. Qui c'est qu'on a besoin d'Air Liquide? Les hôpitaux. Ouais, tout de l'oxygène, etc. Il me semble que ça fait partie du business d'Air Liquide. Donc, regardez en période de Covid, eh ben, Air Liquide, c'est vachement mieux comporté que la plupart des autres, quoi. Et puis, dis-moi. SOD, c'est quoi en fait? Quoi? SOD, c'est quoi en fait? Sodexo. Sodexo, la restauration collective. Sodexo, ça n'a pas été terrible. Donc là, je raffine pas le graphique, hein. On sait faire. Donc normalement, vous devez savoir raffiner les graphiques, les légendes et tout, les quadrillages, les double axes, faire le commentaire. Je veux pas d'espace vide. Donc au minimum, je rappelle que pour les espaces vides, on va faire mix max, max min, max. Hop, on prend le max de tout. 172 le max, min. On prend tout. 53, donc on va mettre 180 et puis 53. Donc j'avais dit 50 en min et puis 180 en max. Ensuite, ça va gasser ces dates quand même. Nombre. Date, le bon petit format qui va bien. Pourquoi il n'en veut pas? Il n'en veut pas. Comment ça se fait? Ah, je sais, c'est parce que j'avais laissé le nom date dedans. Donc du coup, il a du mal à gérer la date. Modifier. Ça, c'est le genre de petits détails. Si vous n'avez pas fait 100 fois le truc, eh ben vous n'y arrivez pas. Hein. Comment? J'entends pas. Ma macro, elle marche toujours pas. Ta macro marche pas, donc. Ça passe. Donc ça, c'est fait à la main. Donc la prochaine, je vais la mettre en L. Donc je mets le résultat en L de la base 100. Donc je redis, on écrit en L1 CAC 100. Ensuite, alors c'est pas 1000, c'est pas assez. 1200, normalement ça devrait être OK. Je lance ma macro. J'ai fait une bêtise, j'ai envoyé ça où moi? En J.
Ah là, j'ai écrabouillé les résultats de... J'aurais dû envoyer en L. Du coup, ici, il y a une bêtise. Alors, j'ai encore fait une belle bêtise. Voilà. Et puis, je recommence ma macro. En fait, la macro fonctionnait, mais elle écrabouillait des résultats anciens. Donc, est-ce que c'est juste? Ici, j'ai 101, 027, 101, 027, c'est pareil. Donc, c'est bon. La macro est bonne. Ensuite, bah, comme je suis un newbie, je recommence tout. Et puis, je vais l'appeler B1001. Et je vais la mettre dans K. Et puis, je vais aller chercher les résultats dans C, les data sources. Dans C. Ensuite, je continue. Résultat, je vais le mettre dans KLM. Et puis, je vais chercher les data dans D. Et puis, est-ce que c'est fini ou pas? DE. Encore un. Ah, j'espère qu'il va passer aussi. Alors ensuite, donc c'est dans D. Non, c'est dans E. E. Et puis je mets le résultat dans MN. Alors, je fais mes run. Run. Chanson des Velvet. Run. Voilà. Est-ce que ça correspond? Donc, normalement, la quatrième colonne, elle doit correspondre à la quatrième colonne. J'ai 100,24, 100,24. Ça serait quand même un heureux hasard si les résultats étaient les mêmes et que ça ne soit pas la bonne formule. Alors, j'ai oublié un truc, hein. Je n'ai pas renommé. Bah, à condition qu'on comprenne ce qu'on fait, quoi. Hein. Que, encore une fois, il y a des étudiants qui disent « Ah, Cliveno, il suffit que de faire copier-coller. » Ok, copier-coller, quoi. Puis c'est moi qui vous colle, quoi. Hein, il faut comprendre ce qu'on fait. Parce que sinon, ça se passe pas bien. Monsieur, pourquoi vous avez mis K alors que dans K, il y a déjà une date? Tu dis? Vous avez mis K pour... Ouais, j'ai mis K. Je me suis trompé, alors. Range, K. C'est KL. Je me suis trompé de sens. Mon alphabet me perd. LM, M, N, MNO. Donc du coup, tu es meilleur sur ton alphabet que moi. C'est bien. Ensuite, j'ai changé les noms. CAC, L, M, O. Alors ensuite, je relance tout. Puis je regarde si ça a marché, quoi. Tout a l'air d'être OK. Ça, c'est pareil. Ça, 101,05, c'est bon. 101,16, 101,16. Et puis 124, 124. Sauf que j'ai oublié de changer les noms. Donc j'ai oublié de changer les noms. Après, c'était quoi à la fin? C'était Airbus et Sodexo. R. Monsieur, le solde B1. Tu dis quoi? La première ligne, c'est juste le nom de la macro. Oui, on lui donne ce qu'on veut. Bien si on met 100 ou 1000.
C'est juste, en fait, la seule règle, c'est que on lui donne le mot qu'on veut, mais on ne peut pas avoir le même nom pour deux mêmes macros. Ok, ça veut pas qu'au début c'est seul B100 et après c'est seul B. Ouais, c'est parce que la première c'était CAC, ensuite c'est Vivendi, ensuite c'est Air Liquide, ensuite c'est Sodexo. C'est la même formule quasiment, mais il faut que je change le nom, quoi. Alors ensuite, ça c'est toujours la façon un peu nulle de faire. Hein. Ouais. On commence par tiers et par on commence par L et pas par tiers. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà, la première c'est L et pas tiers. Parce que j'ai remis les dates, je crois, non? On remet les dates. Ensuite, 1, 2, 3, 4. On va mettre une autre couleur. Ensuite, on va écrire égal B1. On va écrire, non, entre guillemets, round, underscore, fermez les guillemets, end, B1. On tire. C'est bien ça, non? Hein, j'écris une seule fois. Égal, entre guillemets, ce qui ne va pas bouger, round, underscore, on ferme le guillemet, end, la valeur de la cellule. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on va perdre un pas. Donc tout de suite, en fait, ça, on va le mettre là. J'ai un problème avec les dates. Il n'a pas compris un truc. Format, cellule. C'est des dates, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi il ne comprend pas? Il ne comprend pas les dates, lui. Voilà, c'est mieux. Ensuite, je vais prendre la formule de Allen, c'est ce qu'on préfère en finance. Rappelez-moi la formule pour le calcul du rendement avec Allen. Valeur initiale, valeur finale, comment on fait la chose? Ln de B3 sur B2, à la parenthèse fois 100. Et puis ici, la formule, on peut la tirer sans souci. Et puis on double-clique, on a terminé. Ouais. Ouais. Donc on fait égal, entre guillemets, le truc qui ne va pas changer. Et puis ensuite, end. Et puis ce qu'on veut mettre qui va bouger. Donc on le fait une fois, et puis ensuite on tire la formule, et puis on n'a pas besoin de réécrire 4 fois. Et là je mets C. Donc celle-ci est OK. Faites la correction sur le site. Vous avez accès à tous vos documents. Tous vos documents. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans tous vos documents? Vous avez accès à tous vos documents. Donc les corrections que je donne. Je vous ai déjà dit, la difficulté, c'est la vitesse d'exécution. Non, je ne peux pas le coller. Oui. Alors, tu as déjà téléchargé la correction. Non, il a fait la correction, la masse. Alors, ça, c'est la première et la deuxième. La première correction, elle prend à gauche. Là-dessus, elle est quoi?
D'accord, on va enregistrer. Il a fait simple, il a fait. Maintenant, on vérifie. Alors, on n'est pas dans C100, mais on va dans B100. B1000. Fort, bench, B10. B1000 200, parce qu'en fait, notre série est plus longue que 1000. B1000 200. Ensuite, on va chercher dans la colonne B. Ici, il y a des G. Ensuite, on va. Je regarde dans la colonne B s'il y a encore des G. Je vais noter des datas. C'est CTRL F. On cherche les nuls. Et la voisine, elle fait quoi? C'est bon? Ça va? Chez toi, c'est bon? Est-ce que vous avez réussi à tout faire? Tu fais tout ce que tu Ouais, mais tu fais comme tu veux. Il y a des choses que je ne montre pas, déjà parce que je ne sais pas, et puis parce que je ne veux pas en montrer trop, parce que déjà ça suffit pour déployer des moyens sur un étudiant. Donc je montre des bases. Je montre comment on fait pour se servir de VBA. Je montre des trucs qu'on a fait à la main, et puis je vous dis voilà, ce qu'on fait à la main, c'est comme ça. Ensuite, on le fait avec la macro, c'est comme ça. Ensuite, pour l'examen, je vous montre souvent faire à la main, puis avec la macro. À la main, ça permet aux gens qui n'ont rien compris de prendre un petit peu de points sur le fait qu'ils ont fait à la main. Mais s'ils se concentrent uniquement sur le fait de faire à la main, ils vont prendre du points. Parce que ce qui m'intéresse, c'est. Et puis, l'intérêt de le faire à la main, c'est juste de checker. Est-ce que ça correspond à la main, ce que je fais avec la macro? Oui, alors c'est bien la macro. Monsieur? Oui. C'est le rendement de la Parce qu'on a Ça, c'est le 2, je crois. C'est le 2, je crois. Ah oui, je crois. Ensuite, alors, on va avancer. Alors, si je veux faire... alors, c'est pas avec le développeur, c'est avec... je sais plus, je vous montre. Fichier. Option. Option avancée. Qu'est-ce que je veux mettre? Complément. Complément. Atteindre. Analyse toolpack. Solver. Donc c'est avec l'utilitaire d'analyse en fait. L'utilitaire d'analyse, vous l'ouvrez l'utilitaire. Donc je vous remontre. Fichier, option, complément, analyse toolpack, atteindre, et puis vous sélectionnez analyse toolpack, toolpack VBA, solver. Okay. Et ensuite vous allez sur données et utilitaire d'analyse. Et ici vous cherchez régression linéaire.
Elle est là. OK. Ensuite, la variable Y, c'est la variable qu'on va expliquer. Donc ici, par exemple, ça va être le rendement de Veolia, sur le bas, qu'on va expliquer en fonction du rendement du CAC 40. Et puis, c'est bon. OK. Et là, on a un résultat économétrique. Quoi? En fait, les CAC 40 et l'indice composite, pourquoi il n'est pas la variable à expliquer? Pourquoi il doit soit la variable explicative? C'est ce que je ne comprends pas. Le Veolia, c'est un composant du CAC 40. Ouais. Donc, quand Veolia bouge, le CAC 40 bouge à proportion de la taille de Veolia. Ouais. Donc, du coup, il y a une théorie financière qui dit, le MEDAF, qui dit que on doit pouvoir séparer la variation qui dépend du marché de la variation qui dépend de l'action toute seule. Donc, c'est la différence entre l'alpha et le bêta. L'alpha, c'est la variation du rendement qui est expliquée par la variation du marché. L'alpha, c'est le bêta. Le bêta, c'est la sensibilité du rendement de Veolia à la variation du rendement du CAC 40. Quand le CAC 40 bouge, quand tout le CAC 40 bouge, dans quelle proportion Veolia suit? Ensuite, si ça ne suit pas, s'il y a une différence importante entre le rendement moyen de Veolia et du CAC 40, ça c'est l'alpha. Donc on essaie en fait de distinguer la performance pure qui est expliquée par le titre pour sa valeur intrinsèque, alors qu'une partie de la variation du titre pourrait être liée à des variations du marché dans son ensemble. Qu'est-ce qui dépend de l'entreprise elle-même ou qu'est-ce qui dépend de son environnement de marché? Parce que si tous les actionnaires, tous les épargnants se mettent à épargner plus, bah, le prix de l'ensemble du CAC 40 va monter. Et donc si Veolia augmente, c'est pas simplement parce que Veolia augmente, c'est parce qu'en fait le marché augmente. Et donc ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'en calculant l'alpha et le bêta, en faisant les moindres carrés par rapport au rendement du CAC et de Veolia, Veolia est la variable, le rendement de Veolia est expliqué. Et ce qui explique, c'est le rendement du CAC 40. Et ensuite, ce qui nous permet de donner quelques petites indications sur est-ce que le titre est offensif, neutre ou défensif. Et donc, il faut soit capable d'interpréter ça. Donc ici, est-ce que Veolia est neutre, offensif ou défensif? Dites-moi. Je vais chercher l'information où? Déjà, est-ce que la corrélation est bonne? 50%, ça veut dire que 50% de la covariance du rendement de Veolia est expliquée par la variance du CAC 40. Donc il y a un mouvement, il y a une partie de l'explication. Donc c'est pas sans intérêt. Donc ça, c'est quand on commente le coefficient de détermination, le R2. 50%, c'est pas ridicule. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est les élasticités. Donc ici, c'est la variable X, c'est le rendement du CAC 40. 1,02, ça veut dire quoi? Ça, c'est le bêta. Ça veut dire que quand le CAC 40 augmente de 1%, en moyenne, le rendement de Veolia augmente de 1,02. Donc en fait, Veolia est presque neutre, il est proche de 1. Il est légèrement agressif, quoi. Et puis ce qui est important aussi, c'est que la différence, parce que j'aurais pu avoir ça directement, je peux avoir ça facilement en faisant le nuage de points. Insertion, nuage de points, sélection des données. J'ai introduit en première variable la variable à expliquer, Y, et maintenant j'ajoute la variable explicative. Et j'ai mon nuage de points. OK. Donc on avait pas mal fait le nuage de points. Ensuite, j'ajoute ma courbe de tendance. Et puis mon équation. On a les mêmes valeurs, hein. C'est le même calcul. On a 50, et puis on a 1,02, et puis 0,035. C'est la même chose. 50, 1,02 et 0,03.
Ce qu'on a en plus, c'est les T-stats. L'économétrie ne sert que si on est sûr que les chiffres qu'on a, ils veulent dire quelque chose. Et pour que les chiffres ils veulent dire quelque chose, il faut qu'on puisse se servir de tests pour dire que les estimateurs, ils sont fondamentalement différents de 0. Parce que si le coefficient 1,02, on ne peut pas dire qu'il est différent de 0, ben c'est comme si on voulait dire qu'il voulait rien dire. La significativité statistique, c'est que quand on calcule l'intervalle de confiance de l'estimateur, est-ce que dans cet intervalle de confiance, il y a 0? S'il y a 0, on ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Et donc, quand on fait ce calcul, en fait, on fait le calcul de comment ça marche? Le T-stat, il vient d'où? Le T-stat, c'est l'estimateur divisé par son écart type, l'erreur. Ça sur ça égale ça. Ça sur ça égale ça. Et donc, du coup, si vous avez ça et ça, vous avez ça. Si vous avez ça et ça, vous avez ça. Si vous avez ça ou ça, vous avez ça. Ça peut être les questions toujours en économétrie. On vous donne deux trucs. Si vous avez compris, bah, vous faites toujours 3 0. Donc, ce qui est important, c'est que le T-stat soit supérieur à 2 en valeur absolue. Parce que quand c'est à peu près le cas, bah, normalement, quand vous avez plus ou moins 2 écarts types autour de la moyenne, parce que l'estimateur, c'est la moyenne. Si vous êtes à plus ou moins 2 écarts types de la moyenne, vous avez 95% de votre population qui est intégrée dans la distribution. Et donc, si vous n'avez pas 0 dans 95% de la distribution de votre estimateur, bah, vous êtes sûr à 5% que l'estimateur n'est pas égal à 0. Vous me suivez? Non? L'estimateur, X1, c'est une moyenne. Parce qu'on suppose qu'il y a de l'aléa. Et que, normalement, quand on calcule l'estimateur, on va calculer l'estimateur moyen. Et ensuite, si on suppose que tout ça est normal, bah on va regarder à plus ou moins 2 écarts types de l'estimateur pour voir s'il le donne à 0. Et comme on sait qu'il y a à plus ou moins 2 écarts types de la moyenne, on a 95% de la distribution de notre variable. Ça veut dire qu'on pourrait avoir 2,5% de la population qui sera un peu plus à droite et 2,5% de la population qui sera plus à gauche. Et donc, si on n'a pas 0 dans la moyenne plus 2 écarts types de l'erreur de l'estimateur, eh ben, on est sûr à 95% que l'estimateur est significatif. Parce qu'il n'y a pas 0 dedans. Mais bon, enfin, moi, je ne suis pas le cours d'économétrie, mais c'est bien aussi que des fois, je crois que je peux vous expliquer des fois mieux, enfin différemment. Puis à force de l'entendre, ça me finira par rentrer dans nos têtes. Donc, on est capable de refaire les régressions ici, de les commenter. Donc, la commentaire, c'est coefficient de détermination, est-ce qu'il est bon? À partir de 50%, ça commence à être honnête. Et puis, on voit graphiquement qu'on voit bien qu'il y a un sens quand même, que c'est bien organisé autour de la droite de régression. Ensuite, est-ce que c'est offensif, défensif? Bah, c'est plutôt neutre, c'est proche de 1. Ensuite, ce coefficient, on peut l'interpréter parce que le T-stat est très fort. Alors du coup, il est presque trop fort. Ça va poser un problème. Et puis la constante, sur une régression à 2 variables, la constante, elle sert à faire l'écart à la moyenne, pour se mettre au milieu du nuage de points. Ça veut dire que la constante, elle mesure l'écart de rendement moyen entre le CAC et Veolia. Et ici, c'est pas significatif. Le T-stat, il est très inférieur à 2. Donc ça veut dire que ce coefficient-là, 0,035, on ne peut pas dire qu'il est différent de 0. Donc en fait, on ne peut pas l'interpréter. Donc ça veut dire économiquement que le rendement moyen de Veolia n'est pas significativement différent du rendement moyen de Veolia. C'est tout ça que ça veut dire. Mais ceci est faux parce que il faut pouvoir faire un dernier truc. Une régression linéaire est valable à condition de respecter un certain nombre d'hypothèses. Et ces hypothèses en particulier, c'est que les variables, j'avais déjà dit, je pense, elles soient homocédastiques. C'est-à-dire que la variance, elle ne bouge pas en fonction du temps. Et dès que je fais un graphe, je peux vous dire que ça, c'est pas homocédastique. Parce que quand c'est homocédastique, normalement, la variance, on doit pouvoir la mettre dans un ruban.
il ne doit pas y avoir de variation de la variance en fonction du temps. Donc si ça part en éventail ou si ça part en entonnoir, c'est pas bon. Donc ça ne correspond pas à l'homocédasticité. Et donc on ne devrait pas pouvoir faire les MCO. Et pourtant on les fait parce que ça donne une indication. Mais du point de vue de l'économétrie, c'est une aberration. Donc en fait, ces petits trucs-là, c'est les trucs les plus simples. On s'en sert quand même en réalité, même si c'est faux. Parce que ça nous donne une petite indication. Ensuite, on fait l'économétrie un peu plus avancée pour essayer de régler ces problèmes. Mais surtout, ce que je voudrais vous faire faire, c'est sortir les résidus. Donc je recommence la régression avec l'analyse de régression linéaire, ok. Donc la première data, bon, je recommence. Et là, je veux les résidus. Je veux les résidus en plus. Ok. Là, j'ai la prévision, et puis j'ai l'écart entre la valeur réelle et puis la prévision, ça donne le résidu. Le résidu, pour savoir si un résidu correspond à une loi normale, qu'est-ce que je peux faire comme test? C'est quoi un test de loi normale? Hein? Jarque et Béra, ça vous dit quelque chose? Vous n'avez pas encore fait? Eh bien, en fait, le test de Jarque et Béra pour voir si c'est droit, si ça correspond à une loi normale, c'est ce qu'on appelle un test joint de Fisher. C'est vérifier que la distribution est symétrique et que la distribution n'a pas de queue épaisse. Donc, il va falloir faire le test de symétrie et le test de kurtosis. On va faire le kurtosis. Comment on fait un test de kurtosis? Égal Kurt. Donc si vous êtes fan de Nirvana, c'est pas compliqué, hein, Kurt. Paul Mage. Ça c'est le kurtosis. Donc ça c'est nouveau. Puis ensuite le squeeness. Comment l'écrire? Le test d'asymétrie égal test point assis. Oh, il n'est pas là. Asymétrie. Coefficient d'asymétrie. Ça c'est bien. Coefficient d'asymétrie. Hop. Et donc, pour pouvoir vérifier qu'une distribution est normale, il faut que le kurtosis soit égal à 3 et que le squeeness soit égal à 0. Donc ici, on a une distribution qui est supérieure à 3 du point de vue du kurtosis. Ça veut dire qu'on a une distribution qui est leptokurtique. Ensuite, on va faire un truc encore nouveau. On va demander de faire l'histogramme des résidus. On sélectionne les datas, insertion, et on va chercher l'histogramme. Voilà l'histogramme. Est-ce que ça vous paraît être une loi normale? Pourquoi? Déjà, elle est asymétrique. Elle penche d'un côté, il y a des valeurs extrêmes. Normalement, ça devrait être un peu plus serré. Là, il y a des valeurs extrêmes là, qui se baladent un peu toutes seules. Donc ça va dire que les queues de distribution sont épaisses. Les queues de distribution, c'est ce qu'il y a ici et là. Donc normalement, il n'y a presque rien. Et quand il y a des trucs, on dit qu'elles sont épaisses. Donc quand la queue de distribution est épaisse, on dit que la distribution elle est leptokurtique. C'est quand le kurtosis est supérieur à 3. Au contraire, elle pourrait être platykurtique. C'est quand le kurtosis est inférieur à 3. Ce qu'on cherche, c'est de déterminer si ça correspond à une loi normale. Et on fait deux tests. Le test du kurtosis, le test d'asymétrie. Le test d'asymétrie, c'est de savoir si c'est droit, ça. Si ça penche pas. Ça penche. Ensuite, est-ce que ça a une bonne forme de courbe, de cloche? Non. Parce qu'en fait, les queues de distribution sont trop importantes. Et si les queues de distribution sont trop importantes, ça voudrait dire aussi que, ici, c'est pas assez pointu.
Là, les queues, elles sont épaisses ou pas? Elles sont épaisses. Elles sont épaisses, mais je ne peux pas le dire en regardant le graphique. Enfin, si, il y a des valeurs extrêmes qui s'éloignent de la moyenne. Mais surtout, c'est le kurtosis qui me le dit. C'est le test. Alors, c'est une formule un peu compliquée, mais on s'en fout. Il y a des trucs qui nous le calculent. Et ces deux tests, qui, quand ils sont mis ensemble, forment le test de Jarque-Béra. Donc, en fait, ça, moi, je fais un test individuel, le kurtosis et la symétrie. Et ensuite, on fait un test de Fischer. Et ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut un peu plus d'économétrie. Et on vérifie que si au moins un des deux tests n'est pas vérifié, alors la distribution n'est pas normale. Et ça, c'est le test de Jarque-Béra. Et donc, ça, on pourra conclure qu'en fait, tout le calcul qu'on a fait, bah, en fait, on n'a pas le droit de le faire parce que le résidu de la régulation n'est pas normal. Et là, on a fait le tour de la question sur ce que je vais dire. En tout cas, avec VBA.